Bonsoir à tous. Il est 17h05 maintenant. Je vous propose de commencer cette septième réunion patient-famille soignant de la plateforme d'expertise maladie rare. Ce soir, on va s'intéresser donc au devenir de la personne en situation de handicap au moment du décès de ses parents. C'est un sujet qui préoccupe de nombreuses familles et de nombreux parents. Il nous semblait important de pouvoir tenter d'y répondre ce soir. Donc, cette réunion est organisée en partenariat avec l'équipe Relais Handicap Rare et nous avons la chance d'avoir Madame Patin avec nous ce soir. Pour la présentation, du coup, c'est Maître Miseret que nous avons le plaisir d'accueillir et qui va pouvoir nous faire le retour de son expérience en tant que notaire honoraire. Donc, anticiper demain, en fait, ça fait partie du quotidien des parents d'enfants en situation de handicap, mais c'est vrai qu'organiser les choses pour le jour où on ne sera plus là, c'est vraiment quelque chose qui est complexe pour les parents et on va tenter d'y répondre au mieux ce soir. Donc, Madame Patin va nous faire une petite synthèse des échanges qu'elle a eus avec une famille et des questionnements de cette famille au sujet de cette thématique. Pour le côté organisationnel, je vais juste vous demander donc de couper vos micros pour éviter les bruits parasites. Pour les personnes qui nous ont rejoints par téléphone, c'est pareil, si vous pouvez être discret, ça facilite les échanges. Et puis, pour ce qui est des questions, donc vous pouvez les poser au fur et à mesure directement dans le chat et nous y répondrons à la fin de la présentation de Maître Miseret. À tout à l'heure. Je laisse la parole donc à Madame Patin pour faire un petit retour de terrain des questions de la famille avec laquelle elle a échangé sur ce sujet. Bonsoir à tous. Donc oui, donc je suis Christelle Patin, coordinatrice de parcours à l'équipe Relais Handicap Rare en Franche-Comté, plus précisément sur l'antenne de Franche-Comté. Et au décours de ma pratique, j'ai pu rencontrer nombre de parents qui s'inquiétaient, qui s'interrogeaient sur effectivement le devenir de leur enfant à leur décès. Et là, pour ce soir, je vais me faire le porte-parole d'un couple que j'ai rencontré il y a maintenant plus de 2 ans. J'interviens pour leur fils unique qui aujourd'hui est âgé de 38 ans et qui vit en foyer d'accueil médicalisé. Ce couple est tuteur de son fils. Voilà. Et j'ai sélectionné quelques-unes de leurs questions qui, je pense, vont peut-être faire écho, alors soit près des parents qui sont avec nous ce soir ou des professionnels qui peuvent rencontrer des familles d'enfants en situation de handicap. Donc, je sais pas, Elodie, si tu veux bien afficher ces questions. C'est tout bon pour vous? Donc, voilà, comment? Non, Ah, je demandais si c'était pardon, bien j'ai cru que affiché. quelqu'un posait une question. Oui, c'est bon, on voit bien. Enfin, en tout cas, moi, je vois bien. Donc voilà, entre autres, ces personnes se questionnent de qui va prévenir leur fils lorsque le dernier d'entre deux va décéder, qui va hériter de leurs biens, avec des inquiétudes par rapport à des conflits familiaux, de se dire finalement aussi quand notre fils ne sera plus là, qui va hériter de ses biens à lui? Est-ce qu'on peut prévoir tout ça dans un testament? Qui va gérer la mesure de protection de notre fils après nous? Est-ce que nous, on peut désigner quelqu'un par anticipation? Il y avait la question aussi des obsèques, dire est-ce qu'on doit établir un contrat d'obsèques pour notre fils pour le déroulement de la cérémonie? Aussi l'inquiétude de dire est-ce qu'on pourra être enterrés tous ensemble, la question aussi de la religion avec ce fils qui a été élevé dans la foi catholique, quelque chose qui est très important pour lui, et comment du coup s'assurer quand nous parents ne serons plus là
comment nous assurer qu'il aura toujours contact avec l'Église. Il y a aussi l'inquiétude de dire qui préviendra la famille du décès de notre fils quand nous ne serons plus là. Comment être sûr que toutes les personnes qui comptent pour notre fils soient toujours en contact avec lui. Donc, ses parents avaient l'idée de retracer l'histoire de la famille dans un album, mais se dire, ce document, cet album, comment il va suivre notre fils tout au long de sa vie sans nous. Et puis aussi dire comment va se passer son quotidien sans nous dans l'établissement. Qui va le sortir de l'établissement? Est-ce qu'il pourra avoir accès à des activités à l'extérieur avec d'autres personnes que les autres résidents, les éducateurs? Est-ce que tout ça, nous, on peut le prévoir? Comment on peut faire? Voilà, donc une petite sélection de ces questions qui, il me semble, pour certaines, sont assez représentatives de ce que moi j'ai pu échanger avec d'autres familles, et quel que soit l'âge des enfants et l'âge des parents. Voilà. Donc je laisse la parole maintenant à Maître Miseret qui pourra sans doute répondre à quelques-unes de ces questions, et puis je vous retrouve à la fin de l'intervention de Maître Miseret pour relayer vos questions. À tout à l'heure. Oui, alors vous le voyez, les questions sont extrêmement nombreuses. Les préoccupations des parents sont toujours un petit peu les mêmes, bien évidemment. Néanmoins, il faut bien comprendre que chaque cas est particulier. Chaque personne, chaque individu, chaque famille a sa situation particulière, et il n'est pas toujours facile de répondre dans une intervention comme celle que je vais faire aux questions qui sont celles de chacun d'entre vous. Vous l'avez vu dans le témoignage qui vient de vous être proposé. C'est une famille qui a un fils unique. Il y a d'autres familles où il y a plusieurs enfants. C'est une famille où il y a les deux parents. Il y a d'autres familles où il n'y a plus qu'un seul parent. C'est une famille qui a des préoccupations religieuses. D'autres peuvent en avoir d'autres, etc. Tout dépend aussi du patrimoine. Tout ça est extrêmement varié. Tout ça est extrêmement complexe. Il faut bien le dire aussi. Et c'est pas toujours facile. J'ai préparé un petit PowerPoint que je vais essayer de vous partager, et je voudrais que vous me disiez si tout le monde le voit ou à peu près, parce que moi, à partir du moment où j'ai le PowerPoint, je ne vois plus personne, et je n'ai plus vos Pour l'instant, on ne visages voit pas Maître Miseret. en face de moi. Vous voyez quelque chose là ou pas? Non, toujours pas. Vous aviez bien appuyé sur le partage d'écran en bas de tout. Alors, apparemment, je ne suis pas autorisé à partager. Alors, normalement, je vous redonne la main. Quand j'essaie... Attendez, je vous retrouve. Il faudrait que vous me donniez la main, parce que là, quand je clique dessus, il ne veut pas partager. Là, normalement, c'est bon. Alors, tout à l'heure, ça marchait très bien, comme toujours. Comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous le voyez comme ça? Oui, c'est bon. Est-ce que tout le monde le voit? Voilà, donc quelques réflexions sur le devenir d'une personne handicapée au décès de ses parents. Les questions sont nombreuses, vous l'avez entendu dans le témoignage de cette famille, qui a des questions extrêmement variées. On les retrouve un petit peu dans toutes les familles, mais une fois de plus, chaque situation est particulière selon le nombre d'enfants, selon la présence d'un ou deux parents, selon le patrimoine familial, selon le niveau aussi d'autonomie ou de dépendance de la personne handicapée. Les questions sont différentes et les réponses peuvent aussi être différentes. Les questions sont nombreuses. La seule chose à laquelle je peux vous inviter, moi, c'est d'anticiper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le décès des parents pour se poser un certain nombre de questions. Et bien entendu, si vous êtes là ce soir en train de regarder cette présentation, c'est que vous avez réfléchi, c'est que vous vous posez aussi un certain nombre de questions. On va essayer de les regarder ensemble.
Les problèmes sont nombreux. Dans ce qui m'a été demandé par la plateforme d'expertise des maladies rares, je vous propose d'examiner 3 questions particulières. La question du lieu de vie de la personne handicapée après le décès de ses parents, la question de la protection juridique et personnelle de la personne handicapée, puisque les questions de personnes comptent beaucoup, et puis on parlera un petit peu, bien sûr, de la transmission du patrimoine familial. Dans le temps qui m'est imparti, ça ne va pas forcément être facile de traiter l'ensemble de ces questions, mais on va essayer de faire le tout. La première question qui m'a été posée, c'est la question du lieu de vie de la personne handicapée après le décès de ses parents. Toutes les situations sont différentes. Cela dépend bien entendu de la personne handicapée elle-même, et notamment de sa capacité à pouvoir rester plus ou moins seule, même avec des accompagnements, au domicile des parents après le décès de ceux-ci. Alors après, il y aura des questions juridiques, selon que les parents sont propriétaires, selon qu'ils sont locataires, ce ne sont pas les mêmes dispositions qui vont s'appliquer. Selon qu'il y a des frères et sœurs où il n'y en a pas, ce ne sont pas les mêmes dispositions non plus. La question principale, bien entendu, qu'il faut se poser, et qui est douloureuse pour les parents, je le comprends bien, c'est notre fils ou notre fille handicapé pourra-t-il rester dans sa maison avec ses habitudes, puisqu'il est chez nous, après notre décès? C'est pas, vous le savez très bien, c'est pas forcément évident après le décès des parents qu'une personne handicapée qui est adulte, qui prend de l'âge, puisse rester au domicile des parents. Il faut se poser la question du rôle des frères et sœurs, et une fois de plus, la nécessité, c'est d'anticiper. C'est d'anticiper son hébergement. Si la personne doit rester au domicile de ses parents, il faudra faire l'expérience de le laisser tout seul. Voilà, pendant une journée, pendant un week-end, pendant une semaine, pendant un certain temps, voilà, pour voir comment ça se passe, pour voir comment il se débrouille, pour voir si c'est possible, pour voir les problèmes qui peuvent se poser. Et puis, il faudra bien entendu anticiper la question de son accompagnement. Son accompagnement, c'est à la fois un accompagnement médico-social par les services spécialisés, par les SAD, par les SAMSA, etc., par les SIAD et autres, mais également un accompagnement personnel. Est-ce qu'il y a de la famille? Est-ce qu'il y a des voisins? Est-ce qu'il y a des amis qui peuvent garder un petit œil pour savoir ce qui se passe? Et puis, si la personne souhaite rester au domicile des parents, c'est bien, mais est-ce que c'est réalisable? Il va peut-être falloir envisager malheureusement un hébergement dans une structure spécialisée, dans un foyer, dans un établissement médico-social. Tout ça aussi, ça doit s'anticiper. Il faut faire des stages en foyer d'accueil, faire des stages dans les établissements d'hébergement pour voir comment ça se passe et quels sont les souhaits de la personne handicapée. Et ça, c'est pas toujours facile à comprendre pour les parents, ce sont les souhaits, ce sont le mode de vie de la personne elle-même, de leur enfant. C'est pas forcément les idées des parents. C'est sûr que les idées des parents, c'est souvent un petit peu de garder les enfants sous leurs ailes de façon à s'en occuper, parfois un petit peu trop, on le voit aussi, alors qu'il faut justement anticiper l'éventualité du départ des parents qui se produira malheureusement un jour, et il faut donc absolument anticiper toutes ces questions. Il faut contacter les associations, il faut contacter les établissements, il faut contacter les services sociaux, et puis il faut aussi voir les choses du point de vue de la famille. Par exemple, lorsqu'il y a des frères et sœurs, si on veut que l'enfant handicapé reste au domicile des parents, il va se poser la question de l'attitude et de la position des frères et sœurs, qu'il ne faut pas négliger. Une bonne harmonie familiale est nécessaire si on veut que l'enfant handicapé continue à être accompagné par ses frères et sœurs, par sa famille, après le décès des parents, et il ne faut pas que les frères et sœurs soient lésés dans l'organisation qui est mise en place.
Alors on peut prévoir effectivement de transmettre son appartement ou sa maison à un enfant handicapé, mais il faut s'interroger pour savoir comment les frères et sœurs, eux, vont pouvoir aussi recevoir leur part, vont pouvoir être indemnisés, etc. Ce sont des questions qui sont complexes, auxquelles on peut avoir des solutions juridiques et auxquelles il faut penser. Si la personne handicapée ne peut pas rester au domicile, parce que malheureusement sa dépendance est importante, elle a besoin d'être aidée de façon plus systématique, beaucoup de parents se posent la question de faire résider leur enfant handicapé chez ses frères et sœurs. Alors, je suis toujours assez réservé sur cette possibilité. Aller chez les frères et sœurs, bon, ben d'abord, il faut qu'il y ait des frères et sœurs, évidemment, et puis, il faut que les frères et sœurs acceptent d'héberger leurs frères ou sœurs handicapés. C'est pas forcément quelque chose d'évident. Pour les parents, si vous voulez, le débat est difficile avec les enfants, parce que les autres enfants, ils auront toujours un frère ou une sœur handicapé et ils ont du mal parfois à exprimer réellement ce qu'ils souhaitent. Mais il faut avoir bien conscience qu'ils n'ont légalement aucune obligation. Et ces frères et sœurs, ils vont faire leur vie. Ils auront leurs conjoints, ils auront leurs enfants, ils auront ces charges-là. Faut-il vraiment vouloir leur imposer, parce que c'est le terme qu'il faut utiliser, la charge d'un frère ou d'une sœur handicapée? Je crois que vraiment c'est quelque chose qu'il faut étudier avec extrêmement de précaution. C'est une possibilité qui peut éventuellement être provisoire au décès des parents. Ça doit être organisé, ça doit être accompagné, là encore, par des services sociaux, des établissements médico-sociaux. Faites très très attention à respecter l'harmonie familiale, à respecter l'équilibre familial. Il faut sur ces questions beaucoup communiquer. Attention à la bonne volonté des frères et sœurs d'un enfant handicapé. Il faut aussi qu'ils fassent leur vie, il faut aussi qu'ils trouvent leur propre équilibre. Ce qu'il faut savoir, parce qu'on m'a posé la question, c'est que du point de vue financier, les frères et sœurs ne seront jamais sollicités pour subvenir aux besoins de leurs frères ou sœurs handicapés. Ça sera toujours leurs frères ou sœurs handicapés, et ça leur reste affectivement. Effectivement, c'est toujours ça. Néanmoins, il faut savoir que financièrement, il n'y a aucune obligation alimentaire vis-à-vis d'une personne handicapée, ni de la part des parents d'abord, ni de la part non plus des frères et sœurs qui donc ne seront jamais sollicités financièrement. Quant à les solliciter personnellement, vous avez compris que je suis extrêmement réservé. Chaque cas est particulier, chaque cas doit être vu individuellement, selon la composition familiale, selon le patrimoine familial, selon le niveau d'autonomie ou de dépendance de la personne handicapée. Les situations sont extrêmement variées. Et si la seule solution, compte tenu de la situation de la personne handicapée, c'est son hébergement dans un établissement, eh bien ça aussi, il faut absolument l'anticiper. Il faut ne pas hésiter à faire des stages par anticipation. Il faut rencontrer les établissements, il faut aller les voir. Le drame en la matière, au décès des parents, et ça malheureusement, je peux vous le dire, en tant que notaire, dans ma carrière, je l'ai vu malheureusement un certain nombre de fois, le drame c'est l'urgence. Le drame c'est l'urgence, lorsque la situation n'a pas été préparée, on arrive à des situations qui sont absolument dramatiques et qui sont extrêmement difficiles à vivre pour les enfants handicapés qui se retrouvent tout à fait dépourvus au décès de leurs parents. Alors bien entendu, il y a la famille, il y a les proches, il y a les voisins, il y a les services sociaux, il y a les associations qui ont un énorme rôle à jouer en la matière. Il y a avec la maison départementale du handicap les procédures de la réponse accompagnée pour tous, ce qu'on appelle maintenant Horizon 360, je crois, ou Projet 360, quelque chose comme ça. Mais il faut bien comprendre que se retrouver du jour au lendemain à l'hôpital, se retrouver du jour au lendemain dans une famille d'accueil, dans un FAM, ou dans une maison d'accueil spécialisée qu'on ne connaît pas, et parce que on a les services sociaux, on peut trouver quelque chose dans l'urgence, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter
absolument éviter. Tout ça, et je sais que c'est pas facile pour les parents, je le comprends tout à fait. C'est pas facile d'anticiper, c'est pas facile de se séparer de son enfant handicapé, c'est pas facile de le confier à d'autres, mais je le répète, le drame du décès des parents, c'est quand rien n'a été prévu, où on se trouve dans des situations d'urgence extrêmement difficiles à gérer. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Le papa est décédé il y a quelques années, la maman tombe malade, elle a un cancer, elle a son fils handicapé chez elle, elle veut continuer à s'en occuper jusqu'au bout, et puis malheureusement, eh bien, il arrive un moment où elle ne peut plus s'occuper de lui. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est quasiment l'enfant handicapé qui tient la maison, qui soigne sa mère. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser faire. C'est quelque chose qu'il faut absolument réfléchir à l'avance. C'est quelque chose qu'il faut absolument anticiper. Je ne peux pas vous dire grand-chose d'autre, si ce n'est qu'il faut anticiper non seulement les questions de protection juridique, mais également les questions d'accompagnement personnel des personnes handicapées. La question de l'hébergement, je peux malheureusement pas vous en dire plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut anticiper, c'est que c'est pas facile pour les parents d'un enfant handicapé de se séparer, de le confier à d'autres, je le sais, mais il faut absolument réfléchir à ces questions-là et anticiper. En matière de protection juridique, c'est la même chose. Il faut également réfléchir par avance, il faut anticiper toutes ces questions. Fréquemment, il n'y a pas de protection juridique mise en place sur l'enfant handicapé. Alors vous avez eu, il n'y a pas très longtemps, une intervention d'excellente qualité sur la question de la protection juridique. Je ne vais pas refaire le tableau des régimes de protection juridique. Tout ce que je peux dire, c'est que lorsqu'il n'y a pas de protection juridique du tout, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour l'avenir. Là encore, il faut anticiper, là encore, il faut prendre les devants. On ne peut pas continuer, après le décès des parents, en l'absence de protection juridique, lorsqu'on a affaire à un enfant handicapé qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin d'être aidé, qui ne peut pas s'occuper lui-même de ses affaires, de ses comptes, etc. Et les parents, là, ont un rôle déterminant. Les parents ont un rôle déterminant parce qu'ils ont la possibilité, dans un testament, de choisir le tuteur ou le curateur de leur enfant pour le jour où ils ne pourront plus eux-mêmes s'en occuper ou pour le jour où eux-mêmes ne seront plus là. Le choix des parents du tuteur ou du curateur de leur enfant handicapé fait dans un testament s'impose au juge des tutelles. Alors, sauf bien entendu s'il s'agit d'un choix qui est contraire à l'intérêt de l'enfant, mais ça je ne veux même pas l'imaginer. Le choix fait par les parents s'impose et ce choix d'un tuteur ou d'un curateur peut s'accompagner d'un certain nombre d'explications, de dispositions. Vous parliez tout à l'heure de cette famille qui veut établir un album avec des photos, avec l'histoire de la famille, avec les modes de vie de leur enfant handicapé. C'est très bien. Voilà, on peut tout à fait donner non pas des instructions, mais des conseils pour l'accompagnement, non seulement juridique, mais également personnel de l'enfant handicapé. Attention, mettre en place une protection juridique, c'est long. Il faut en moyenne aux alentours de 6 mois pour mettre en place une protection juridique. Là encore, je rappelle, j'insiste sur la nécessité d'anticiper la protection juridique, la mise en place de la protection juridique, mais également l'évolution de la protection juridique. Vous savez qu'il est possible pour les parents d'établir ce qu'on appelle un mandat de protection future pour leur enfant handicapé, c'est-à-dire qu'ils choisissent la personne qui va s'occuper de leur enfant handicapé et ils vont lui donner un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre d'instructions dans un mandat de protection future établi chez un notaire. C'est pas toujours facile à mettre en place parce qu'en matière de handicap, eh bien, on ne sait pas toujours très bien comment les choses vont évoluer, comment le handicap va s'aggraver, comment l'autonomie va reprendre, etc. C'est un petit peu difficile de donner des instructions précises. Il ne faut pas toujours vouloir non plus tout faire. C'est pas toujours évident, mais ça, vous le savez bien sûr mieux que moi. Donc, vous avez le mandat de protection future, vous avez l'habilitation familiale. L'habilitation familiale, c'est la mesure phare actuellement qui permet aux parents, l'un ou l'autre, ou les deux, aux parents d'être habilités par le juge des tutelles à s'occuper de façon générale de leur enfant handicapé. Cette habilitation familiale peut également être confiée à un frère ou à une sœur, par exemple. Donc il y a un choix, il y a une liste des personnes.
relativement limité, hein. C'est vraiment la proche famille qui peut avoir comme ça pour mission de s'occuper de façon juridique, administrative, financière, mais également personnelle de l'enfant handicapé. Donc, lorsque vous avez une habilitation familiale qui a été confiée aux parents, eh bien, il faut, avant qu'il ne soit trop tard, penser à passer le flambeau en quelque sorte à un frère ou à une sœur de la personne handicapée que les parents pourront initier petit à petit à ce rôle. Même chose en matière de curatelle ou de tutelle, si on est sous ce type de mesure de protection, lorsque ce sont les parents qui sont curateurs ou tuteurs de leur enfant handicapé, ils peuvent tout à fait anticiper en demandant à ce que ce soit un frère ou une sœur, un autre membre de la famille qui ait la curatelle ou la tutelle. Ça leur permettra d'accompagner cette évolution, cette transmission de la protection juridique. Et puis, s'il n'y a pas de personne dans la famille qui soit capable de suivre cette habilitation ou cette mesure de tutelle ou curatelle familiale, eh bien, il faut que les parents prennent contact avec un curateur ou tuteur professionnel. Et là encore, il faut assurer la transmission de pouvoir, c'est-à-dire que les parents qui sont tuteurs vont petit à petit initier un curateur ou tuteur professionnel. Les choses peuvent très bien se passer. Il ne faut pas avoir peur des mandataires judiciaires professionnels qui sont des personnes consciencieuses, qui essaient de faire au mieux leur métier. Et s'ils peuvent être accompagnés par les parents pour faire au mieux dans l'intérêt de la personne handicapée, ils ne manqueront pas de le faire. Cette protection juridique, il faut l'accompagner, bien entendu, d'un certain nombre de mesures connexes. Je vous ai dit que les parents avaient le choix du tuteur ou du curateur. C'est quelque chose auquel il faut réfléchir. On rencontre les personnes, on anticipe, on va voir. On peut réfléchir à distinguer la protection de la personne de la protection des biens. Ça, c'est pour répondre à une des questions qui a été posée sur l'accompagnement de l'enfant handicapé qui veut garder contact avec l'Église parce qu'il a été élevé dans la foi catholique et c'est très bien. Donc, il faut que quelqu'un s'occupe de l'emmener à la messe, de lui faire suivre des formations, etc. Et puis, il veut sortir, il veut aller au cinéma, il veut faire du shopping. C'est très bien. Forcément, le personnel dans les foyers et établissements, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qui sont les leurs. On sait que c'est jamais idéal. Ils font au mieux. Ce sont d'excellents professionnels. Ils sont très consciencieux. Ils font parfaitement bien leur métier, mais ils ne peuvent pas tout faire non plus. Eh bien, la famille peut anticiper aussi ces questions-là en distinguant d'une part la protection des biens qui est confiée à un tuteur ou un curateur familial ou professionnel, et puis l'accompagnement de la personne peut aussi s'établir par anticipation. Les parents peuvent très bien donner un certain nombre d'instructions testamentaires sur la façon dont ils estiment que leur fils ou fille handicapé doit être accompagné lorsque eux-mêmes ne seront plus en mesure de le faire. Et ça aussi, il faut l'anticiper, il faut petit à petit confier à d'autres personnes le soin d'accompagner leur enfant. C'est pas facile de lâcher la main de son enfant handicapé, c'est pas facile, je sais. C'est quelque chose qu'il faut faire avant qu'il ne soit trop tard. Je dis souvent qu'il faut lâcher la main avant que la main ne vous lâche. C'est-à-dire qu'il faut laisser les choses se faire, accompagner l'enfant handicapé avant qu'on soit confronté à des situations trop brutales. En ce qui concerne les contrats obsèques, oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut également organiser. Les parents doivent prévoir un contrat obsèques pour eux-mêmes. C'est une mesure générale, ça, qui ne concerne pas seulement les familles avec un enfant handicapé. C'est toujours mieux quand les parents ont organisé et payer par avance leurs obsèques, mais ils peuvent également faire souscrire un contrat obsèques pour leur enfant handicapé. Le contrat obsèques se souscrit auprès d'une compagnie de pompes funèbres, moi c'est ce que je conseille, plutôt qu'auprès d'un banquier qui est souvent un petit peu moins dans le détail de l'organisation. Contrat obsèques qu'on souscrit de préférence pour moi, mais c'est pas obligatoire, au profit d'une compagnie de pompes funèbres qui règle le mode des obsèques, et notamment, je sais que les parents d'enfants handicapés sont très attachés à ce que celui-ci soit plus tard avec eux, et bien entendu que c'est quelque chose qui peut parfaitement s'organiser dans le cadre d'un contrat obsèques sur les modalités d'obsèques et sur l'inhumation future de l'enfant handicapé le jour où il viendra à disparaître. Tout ça, ce sont des dispositions qui accompagnent la protection juridique sur lesquelles les parents ont parfaitement
le droit et même le devoir de donner leur avis, de donner leurs instructions. Après, les choses se passeront dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, après le décès des parents. Qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce que leur enfant handicapé pourra faire ou ne pas faire? Comment est-ce qu'il va évoluer? Il ne faut pas vouloir non plus tout régler, tout préciser, tout diriger. Il faut laisser une certaine souplesse dans l'accompagnement des personnes handicapées. Sur ces questions de transmission de la protection juridique et de l'accompagnement familial des personnes handicapées, on pourrait débattre indéfiniment. Je suis obligé de courir un petit peu après le temps et je vais maintenant étudier la question de la transmission du patrimoine familial. Alors je sais que je vais très vite, mais d'abord j'ai un temps imparti un petit peu réduit, et puis comme je ne vous vois pas, je ne vois pas très bien si vous dormez ou si vous ne dormez pas et si vous êtes intéressé ou pas. Donc c'est pas facile parce que moi je n'ai en face de moi que mon PowerPoint. Vous m'excuserez si je ne réponds pas complètement à votre attente. La transmission du patrimoine familial après le décès des parents. Le principe en matière de succession, c'est que la succession se partage par part égale entre tous les enfants, handicapés ou non, protégés ou non. Il n'y a pas une part supplémentaire pour l'enfant handicapé, ni une part en moins d'ailleurs. La succession se partage par part égale entre tous les enfants, quels qu'ils soient. Et pour moi, c'est très important, cette question d'égalité entre tous les enfants. On en reparlera tout à l'heure. Deuxième chose qu'il faut savoir, il n'y a pas de délai pour régler une succession. Le seul délai qu'on a, c'est un délai fiscal. C'est quand il y a des droits de succession à payer au fisc, il faut que ces droits de succession soient payés dans les 6 mois du décès. Mais ça, c'est uniquement fiscal. Pour les partages, pour la transmission du patrimoine, on n'a pas de délai et on a des indivisions qui peuvent durer volontairement ou involontairement pendant plusieurs années. Après, la question à se poser est de savoir si c'est quelque chose qui est effectivement souhaitable. Pour revenir à notre sujet, on peut parfaitement envisager le cas d'un enfant handicapé qui reste au domicile de ses parents, du consentement des frères et sœurs. Tout le monde est d'accord pour que les choses évoluent petit à petit, pour qu'il fasse des stages chez les frères et sœurs, pour qu'il fasse des stages en établissement, mais on ne veut pas le couper de ses habitudes au domicile des parents. C'est quelque chose qu'on peut parfaitement prévoir. Et une fois de plus, il n'y a pas de délai particulier pour ça. Néanmoins, il faudra bien un jour que la succession soit réglée, que la succession soit partagée. Là encore, j'insiste, il faut faire très attention à préserver l'harmonie familiale, à préserver l'équilibre familial. Les frères et sœurs qui ont un enfant handicapé ne doivent pas nécessairement subir indéfiniment la charge. Ils ont aussi leur vie, ils ont aussi leur avenir. Il faut aussi y penser. Mais c'est important parce que ça peut s'organiser. On peut prévoir que l'enfant restera dans la maison pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, etc. Bon, après, il faut voir une fois de plus si c'est possible, si l'enfant s'y sent bien, s'il est bien accompagné par des services sociaux, médico-sociaux, etc. Et si tout se passe bien, il faut garder là encore de la souplesse en la matière. La question qui m'est fréquemment posée, c'est la question de savoir s'il faut avantager un enfant dans la succession. Quel enfant avantager et pourquoi? Alors là, on a toutes sortes de situations. Vous avez beaucoup de parents qui ont une tendance naturelle, et je le comprends parfaitement, à protéger, voire à surprotéger leur enfant handicapé et qui veulent absolument l'avantager au maximum. Je comprends tout à fait cette position du point de vue affectif. Reste à savoir du point de vue intellectuel et du point de vue financier si c'est vraiment quelque chose qui est souhaitable.
lorsque je vois des familles où l'enfant handicapé, ben, ma foi, c'est lui le plus riche de la famille, parce qu'on lui a bourré un livret A, un livret B, un livret C, un livret D, une assurance vie, etc., etc. Parfois, je me demande à quoi ça sert. Voilà, bon, mais ça, ce sont des questions dont on peut discuter. Et puis, vous avez d'autres familles qui ont le raisonnement inverse, qui me disent, bah, de toute façon, notre enfant handicapé, lui, il est pris en charge dans un établissement où il est très bien, où il est moins bien, où il n'est pas bien, c'est un autre problème, mais il est totalement pris en charge, il n'a besoin de rien. Nous, ce qu'on veut, c'est avantager nos autres enfants parce qu'ils auront la charge, etc. etc. Bon, toutes les motivations sont bonnes et on veut avantager les autres enfants par rapport à l'enfant handicapé. C'est quelque chose qui peut également se concevoir. Il y a souvent une arrière-pensée sur la récupération des aides sociales. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure pour avantager les autres enfants. Quel enfant avantagé pourquoi? L'enfant handicapé, les autres enfants. Alors, il n'y a pas de réponse unique. Qui faut-il avantager? L'enfant handicapé ou les autres? D'abord, faut-il avantager quelqu'un? Moi, je dis on avantage quelqu'un, oui, si c'est utile, non, si c'est inutile. Je prends par exemple le cas de l'enfant handicapé qui a une autonomie suffisante pour pouvoir vivre seul, pour pouvoir être en appartement, pour pouvoir gérer son budget, pour pouvoir se suffire à lui-même. Eh bien, cet enfant handicapé, oui, on peut concevoir de l'aider, peut-être un peu plus que les autres, parce qu'il en a besoin, parce que c'est utile. Dans d'autres cas, on a, je vous le citais tout à l'heure, un enfant qui est malheureusement très lourdement handicapé, qui est pris en charge dans des structures d'accueil spécialisées, qui est pris en charge financièrement par l'aide sociale. Bon, faut-il qu'il soit le plus riche de la famille? Je ne sais pas. Voilà. Moi, je livre le débat. Pour moi, c'est aussi un choix éthique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intégration des personnes handicapées, on parle de l'insertion des personnes handicapées dans la société. J'avais, il y a quelques années, une famille dans laquelle il y avait un petit dernier handicapé et j'avais beaucoup apprécié la réflexion de ses frères et sœurs en me disant de toute façon, Toto, s'il avait été normal, il aurait eu une femme et des gosses comme les autres, donc il n'y a pas de raison qu'il ait plus ou qu'il ait moins que les autres. J'avais trouvé ça très honnête, j'avais trouvé ça très franc. Et après, c'est une question de choix personnel. Moi, je respecte les choix de chacun. Mais les arrière-pensées financières, je m'en méfie un petit peu quand même. Alors, quelles sont les techniques pour avantager un enfant? Il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous savez que dans son patrimoine, on a ce qu'on appelle la quotité disponible. C'est-à-dire que les enfants ont une part qui doit leur revenir obligatoirement, c'est ce qu'on appelle la réserve héréditaire, c'est en fonction du nombre d'enfants, mais il y a une part qu'on appelle la quotité disponible. Et cette quotité disponible, on peut la léguer ou la donner à qui on veut, on peut la donner ou la léguer à son conjoint, on peut la donner ou la léguer aux bonnes œuvres, on peut la donner ou la léguer à l'un des enfants, qui sera donc avantagé par rapport aux autres. On a la technique de l'assurance vie. Vous savez que l'assurance vie, ça consiste à se faire une épargne sur un contrat d'assurance vie. Et sur ce contrat d'assurance vie, on désigne un bénéficiaire. Le bénéficiaire va récupérer les capitaux au décès de la personne assurée. Il va récupérer le contrat d'assurance vie. Et comme on dit, le contrat d'assurance vie, il est hors succession. C'est un contrat qui a été prévu spécialement pour ça, en désignant un bénéficiaire. Il n'est pas soumis aux règles de la réserve et de la quotité disponible. C'est hors succession du point de vue civil. C'est hors succession du point de vue fiscal, c'est-à-dire qu'il y a de gros avantages fiscaux à l'assurance vie. Ils ont été un petit peu limités parce qu'il y a eu quelques abus, mais il y a de gros avantages fiscaux également à l'assurance vie. Il existe une disposition particulière peu connue qui est ce qu'on appelle la renonciation anticipée à l'action en réduction, ce que les notaires dans leur vocabulaire technique appellent l'ARAR. Vous allez me dire que c'est pas très joli comme mot. La renonciation anticipée à l'action en réduction, ça consiste pour les enfants non handicapés à renoncer par anticipation
à tout ou partie de la succession future de leurs parents, dans le cadre d'une donation-partage, dans le cadre d'un arrangement familial global. Il faut faire attention parce que je suis très très prudent sur ces questions-là, donc c'est un sacrifice important pour les autres enfants. Je ne veux absolument pas qu'ils soient imposés par les parents. On est extrêmement prudent là-dessus et le législateur a prévu des règles particulières en la matière pour s'assurer du consentement réel et fondamental des enfants qui renoncent à l'action en réduction, en sachant qu'un enfant handicapé, lui, ne peut pas renoncer à l'action en réduction. La SCI, la Société civile immobilière, c'est une technique qui permet de garder un bien dans la famille lorsqu'on a une maison de famille qu'on veut garder et que parmi les enfants, on a un enfant handicapé, on va loger la maison de famille dans une société civile immobilière dont les statuts prévoiront que les parts doivent revenir à certains associés au décès de certains d'entre eux, etc. Tout ça s'accompagnant d'autres dispositions dont je vais vous parler après. C'est un petit peu compliqué, mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de techniques comme ça qui permettent d'avantager un enfant, que ce soit l'enfant handicapé ou les autres. Une fois, après, à chacun de prendre ses responsabilités. Quelle technique pour la transmission de la succession? Là encore, une succession, il faut l'anticiper avant qu'il ne soit trop tard. On peut, de son vivant, faire des donations ou des donations-partage. La donation, c'est quand on donne à un seul enfant. La donation-partage, c'est quand on donne à chacun des enfants, ce qui est l'avantage d'être définitif. Il existe également le testament ou le testament-partage. On a l'assurance vie, et puis on a cette disposition particulière que sont la donation ou le legs graduel ou résiduel. Alors ça, c'est une technique juridique un petit peu de haut niveau, mais qui répond à la question qui était posée par la famille qui voulait prévoir la succession future de leur fils handicapé. Alors, ça, c'est un petit peu compliqué. Les parents, ils peuvent régler par anticipation leur succession future. Ils ne peuvent pas régler par anticipation la succession future de leurs enfants, qu'ils soient handicapés ou non. En revanche, il est possible, dans une donation ou dans un testament, de prévoir que certains biens, au décès d'un premier bénéficiaire, reviendront à un autre bénéficiaire qu'on désigne par anticipation. Alors, ça suppose que les biens en question existent encore au moment de la succession de l'enfant handicapé. C'est un petit peu compliqué. S'il y a des personnes qui peuvent être concernées par ce genre de disposition, il faut qu'ils consultent un notaire pour leur expliquer leur situation particulière de ces donations, de ces legs graduels ou résiduels. Alors graduel, c'est quand on veut que la totalité du bien revienne à un second bénéficiaire. Résiduel, c'est lorsqu'on veut que ce qui restera du bien reviennent à un second bénéficiaire. Tout ça est un petit peu compliqué du point de vue technique, mais moi je suis là pour faire de la communication. Je vous ai parlé de choses un petit peu difficiles, comme la donation-partage, la renonciation anticipée, le legs résiduel. Une fois de plus, après chacun verra ce qu'il peut éventuellement faire ou ne pas faire. Le tout, c'est d'y réfléchir suffisamment à l'avance. La récupération des aides sociales. Ça aussi, c'est une question qui est très fréquemment posée. Les parents d'un enfant handicapé s'inquiètent beaucoup de la question de la récupération des aides sociales. De quoi s'agit-il? Eh bien, lorsqu'on a un enfant handicapé, notamment lorsqu'il est pris en charge dans un établissement spécialisé, eh bien, cet enfant handicapé, il doit payer ce qu'on appelle un prix de journée. Ce prix de journée, ça dépend des établissements, 80, 100, 150 euros par jour. Voilà, vous imaginez par mois et par an ce que ça fait lorsqu'on sait que les ressources d'une personne handicapée qui a en tout et pour tout l'allocation adulte handicapé, c'est 900 euros, vous doutez bien que ce sont des frais qu'il ne peut pas supporter. Donc, ces frais d'hébergement ainsi qu'un certain nombre d'aides à domicile sont prises en charge par le département. Et c'est le département qui les finance au titre de ce qu'on appelle l'aide sociale départementale. Alors on demande aux personnes de participer sur le revenu, mais le département qui avance ces sommes, il en fait l'avance, mais il va essayer autant que possible de récupérer ce qu'il a payé au décès du bénéficiaire. Parce que en l'état actuel des choses,
l'aide sociale départementale, elle est fonction des revenus, elle n'est pas fonction du capital, du patrimoine. Donc, l'aide sociale se récupère, le département récupère les sommes qu'il a payées au décès du bénéficiaire de l'aide sociale, au décès de l'enfant handicapé. Il n'y a pas de récupération des aides sociales au décès des parents. Il y a souvent une confusion à ce sujet. La récupération des aides sociales s'opère au décès du bénéficiaire, pas au décès des parents. Donc il n'y a aucun inconvénient, bien au contraire, à laisser un héritage à son enfant malade ou handicapé sans craindre qu'on lui prenne son héritage. Non, on ne lui prendra rien. Au contraire, il vaut souvent mieux, j'en parlerai tout à l'heure, que l'enfant handicapé, il ait un petit capital, un petit patrimoine, plutôt que des revenus, puisque ces revenus, eux, ils servent à payer ses frais d'hébergement. Mais tout ça, là encore, ça s'organise, ça s'anticipe. Il ne faut pas attendre le décès pour organiser ces questions de transmission. Quel bien peut-on attribuer à un enfant handicapé dans le partage de la succession de ses parents ou par anticipation à l'occasion d'une donation-partage? Alors il faut faire attention. De l'immobilier, c'est souvent le réflexe des parents. On dit, bah oui, on va lui laisser une maison, on va lui laisser un appartement, comme ça, il pourra y habiter, puis s'il ne peut pas y habiter, ça lui fera des revenus. Alors non, attention, je suis très réservé sur ce raisonnement. L'immobilier, oui, s'il peut en profiter lui-même, personnellement, une maison, un appartement où il est capable d'habiter, en anticipant bien entendu son accompagnement par des services sociaux ou médico-sociaux. Mais s'il n'est malheureusement pas capable d'y habiter compte tenu de son niveau de dépendance, compte tenu de son handicap, eh bien, il ne faut pas lui attribuer de l'immobilier, notamment de l'immobilier locatif. Ça ne sert à rien, puisque tous les revenus qu'il va toucher vont diminuer d'autant les aides sociales dont il peut bénéficier. Je rappelle que l'allocation adulte handicapé, c'est une allocation qui est versée sous condition de revenus. C'est-à-dire que si l'enfant handicapé a des revenus, des loyers par exemple, eh bien il touchera moins d'AH. Donc finalement, ça ne l'avantage absolument pas. Et en plus, tous ces revenus, eh bien, ils sont affectés à ses frais d'hébergement. Donc, dans ces cas-là, je ne vois pas trop l'intérêt d'attribuer de l'immobilier. Je préfère souvent attribuer à un enfant handicapé un lot en argent, une somme d'argent, de façon à ce qu'il puisse placer cette somme d'argent sur un contrat qu'on appelle un contrat d'épargne handicap. Ce contrat d'épargne handicap, c'est une assurance vie souscrite par une personne handicapée. C'est un contrat très intéressant parce qu'il n'est pas pris en compte ni pour les aides sociales, ni pour les frais d'hébergement. Et cette somme qu'il va placer sur son contrat d'épargne handicap, eh bien, c'est ce qui lui servira. C'est ce qui lui servira, c'est ce dont il aura besoin. Et c'est ce qui financera tout ce qui n'est pas pris en charge autrement. S'il veut partir en vacances avec un organisme spécialisé, par exemple, s'il a besoin de s'acheter du mobilier, une télé, un ordinateur, s'il veut s'habiller, s'il veut se payer un pédicure ou une manucure, s'il veut se payer un petit restaurant de temps en temps, etc., eh bien, il vaut bien mieux, dans ces cas-là, que l'enfant handicapé ait à sa disposition une épargne dont il pourra se servir, puisque cette épargne, eh bien, en l'état actuel des choses, on ne lui prend pas, on lui garde et il doit même s'en servir. Je dis souvent que l'épargne des enfants handicapés, elle est là pour qu'ils la mangent. Je veux qu'ils s'en servent, on n'est pas là pour anticiper sur les transmissions futures, sur les frères et sœurs, sur les récupérations d'aides sociales. Il faut qu'il ait une épargne et il faut qu'il s'en serve. Je vais passer rapidement parce que le temps tourne et puis on m'a laissé un temps un petit peu limité sur la fiscalité des transmissions successorales. Sachez qu'en matière de fiscalité, il y a un abattement particulier de 159 000 € sur la part des enfants handicapés, qui s'applique également en ligne collatérale. Si vous avez un tonton ou une tante qui veut avantager votre enfant handicapé, l'abattement s'applique. En ce qui concerne les assurances vie, on a également des abattements complémentaires. N'oubliez pas de protéger avant tout votre conjoint. Si vous êtes deux à vous occuper de votre enfant handicapé, n'oubliez pas de protéger le conjoint. Tout d'abord, sachez qu'un conjoint, c'est uniquement un conjoint marié. Lorsqu'on est deux parents et qu'on a un enfant handicapé, il faut absolument se marier de façon à protéger son conjoint.
Et même lorsqu'on est marié, il faut savoir que les droits légaux du conjoint sont malheureusement très insuffisants par rapport à ses besoins. Je le dis souvent un petit peu en blaguant, vieillir coûte cher pour tout le monde. Et donc, il faut prévoir des ressources et du patrimoine. Il faut absolument protéger le conjoint. On peut faire ce qu'on appelle une donation entre époux, ce qu'on appelle dans le langage courant une donation au dernier vivant. Il faut savoir que la donation au dernier vivant, elle avantage le conjoint, mais qu'elle ne supprime pas la part des enfants. Elle la réduit. On peut prévoir également une clause d'attribution de communauté dans le cadre d'un changement de régime matrimonial. C'est une disposition très utile, très efficace, et notamment en présence d'un enfant handicapé, pour garantir l'indépendance juridique et financière du conjoint, qui n'aura pas à demander la signature des enfants pour vendre sa maison le jour où il voudra partir en maison de retraite, et qui n'aura pas non plus à partager le prix de vente avec ses enfants. Voilà, ce qui est toujours un petit peu désagréable. Le bénéfice d'une assurance vie également, n'oubliez pas votre protection personnelle vis-à-vis de votre conjoint. Le placement pour l'enfant handicapé. Je vais terminer mon propos avec ça avant qu'on puisse échanger et que vous puissiez poser des questions. Ces ressources. Les ressources d'un enfant handicapé, tout dépend là encore de son niveau de handicap. Les enfants handicapés ont droit à une allocation d'adultes handicapés. S'ils sont capables de travailler, ils ont un salaire. S'ils sont en ESAT, par exemple, il faut savoir que certains régimes de retraite, alors ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, donc j'insiste lors de mes interventions, certains régimes de retraite des parents organisent une réversion de retraite, non seulement au profit du conjoint, mais également au profit d'un enfant handicapé. Si vous travaillez à la SNCF, si vous êtes militaire, si vous dépendez d'un certain nombre de régimes spéciaux, il y a fréquemment dans les régimes spéciaux une réversion de la retraite des parents. Alors, elle ne s'applique pas sur le régime général, hein, ni sur les caisses complémentaires traditionnelles, mais certains régimes spéciaux organisent une réversion de retraite. Questionnez vos régimes de retraite pour savoir si votre enfant pourrait avoir une réversion éventuelle. Les allocations sont souvent sous condition de revenus. Et c'est là où je distingue toujours, concernant le patrimoine des enfants handicapés, le revenu de leur disponibilité. Un enfant handicapé, alors il faut lui assurer son logement, bien entendu, s'il est suffisamment autonome pour pouvoir être indépendant, très bien. Il faut lui assurer des disponibilités financières, de préférence défiscalisées, de façon à ce qu'il ait une épargne dans laquelle il pourra piocher pour subvenir à ses besoins. Parce que dans les établissements, bon, son prix de journée sera pris en charge, mais il lui restera malheureusement sur ses ressources très peu de choses, il lui restera très peu de choses pour ses dépenses personnelles. C'est là où on peut aider réellement un enfant handicapé en lui constituant une épargne. L'immobilier, je le répète, uniquement s'il peut y habiter, le contrat d'épargne handicap, l'assurance vie, le placement, les placements défiscalisés, un livret A, etc. C'est vraiment ce qu'il faut prévoir pour les personnes handicapées. Le contrat d'épargne handicap, j'y reviens, c'est un contrat d'assurance vie souscrit par une personne handicapée qui n'est pas pris en compte pour la hache, qui n'est pas pris en compte pour la participation aux frais d'hébergement et qui peut éventuellement sortir en rente viagère. La rente viagère n'étant pas non plus prise en compte. Donc c'est très intéressant ça, parce que ça donne une possibilité d'épargne. Ça, c'est le contrat d'épargne handicap, qu'il faut distinguer du contrat de rente sur vie. Le contrat de rente sur vie, c'est une assurance vie souscrite par les parents au profit d'un enfant malade ou handicapé pour lui servir une rente le jour où les parents disparaissent. Alors quand on le lit dans le texte comme ça a l'air très bien. La rente sur vie n'étant pas prise en compte pour les aides sociales ni pour les frais d'hébergement. Le gros inconvénient de la rente sur vie, c'est malheureusement qu'elle coûte, enfin bon, c'est une opinion personnelle, ne le dites pas trop aux assureurs, mais je coûte qu'elle coûte relativement cher par rapport à la rente qui sera réellement servie à la personne handicapée. Néanmoins, lorsqu'on n'a pas de patrimoine et qu'on a un petit peu de revenus, ça peut être une possibilité pour organiser un revenu futur à son enfant handicapé. Voilà, j'avais promis de m'arrêter à 18h. Il est 18h. Je vais donc redonner la parole à la salle en arrêtant le partage de mon écran. Voilà. J'espère avoir respecté à peu près le timing.
J'ai été très très rapide, j'en suis absolument désolé, mais je pense qu'on a besoin également d'un temps d'échange. Donc, si vous avez des questions d'intérêt général, je suis bien entendu à votre disposition. Et donc, je rends la parole à l'organisateur, c'est comme ça que c'est affiché sur mon écran, à l'organisateur. J'ai été très rapide, je suis désolé, je vous ai dit beaucoup de choses, des choses compliquées. C'est pas facile tout ça, c'est pas facile. Il faut consulter les notaires qui s'y connaissent. Je dois bien reconnaître qu'un certain nombre de mes confrères, malheureusement, ne sont pas forcément spécialisés dans ces questions-là. N'hésitez pas à consulter les services sociaux et médico-sociaux. N'hésitez pas à consulter les associations. Vous avez l'ADAPI, vous avez l'UNAFAM, vous avez les services sociaux du CHU qui sont extrêmement compétents en la matière. N'hésitez pas à leur poser des questions. Et si vous voulez qu'on lance le débat, je suis à votre disposition. Un grand merci, Maître Mistret, pour cette présentation qui était très claire et qui a vraiment dressé un grand panorama des possibilités. Du coup, on a quelques questions qui commencent à s'afficher. Du coup, je laisse peut-être Christelle vous poser les questions. Oui, alors on a une première question. C'est une personne qui demande quand une personne handicapée qui bénéficie de l'aide sociale a des héritiers, qui va hériter? Le département, le conjoint ou les enfants? Alors, lorsqu'une personne handicapée décède, donc là on n'est pas dans la succession des parents, on est dans la succession de la personne handicapée. Lorsqu'une personne handicapée décède, on va chercher ses héritiers. Ces héritiers, s'il y a un conjoint et des enfants, eh bien ce sont le conjoint et les enfants qui vont hériter selon les règles classiques du Code civil. Voilà, donc le conjoint, il a l'usufruit ou un cas, etc. Puis les enfants, ils se partagent la succession en fonction du nombre d'enfants, etc. Lorsqu'il n'y a pas de conjoint et qu'il n'y a pas d'enfants, ce sont les parents, s'il y en a, et les frères et sœurs qui se partagent la succession. Les parents touchent chacun un quart, les frères et sœurs touchent le reste. Lorsqu'il n'y a pas de parents, ce sont les frères et sœurs. Lorsqu'il n'y a pas de frères et sœurs, ce sont les neveux et nièces, les cousins, etc. Donc on cherche les héritiers. Alors après, la question c'est de savoir de quoi les héritiers vont-ils hériter. Eh bien, les héritiers vont hériter de ce que le défunt leur laisse. Or, s'agissant d'une personne handicapée, s'il s'agit d'une personne handicapée qui était autosuffisante du point de vue financier, c'est-à-dire qu'elle a payé ses aides à domicile, qu'elle a payé son hébergement, etc., eh bien, la succession, elle se partage normalement. Mais si c'est une personne, alors c'est également valable non seulement pour les personnes handicapées, mais également pour les personnes âgées. Si c'est une personne qui a bénéficié de l'aide sociale, eh bien, avant de pouvoir toucher l'héritage, il faudra rembourser au département le montant des sommes que le département a payées pour l'hébergement de cette personne handicapée ou de cette personne âgée. C'est ce qu'on appelle les récupérations d'aide sociale, en sachant que le département ne récupère jamais plus que la succession. C'est-à-dire que si le défunt laisse une somme de 100 et que la créance du département elle est de 1000, eh bien, le département il va récupérer les 100 de la succession, un point c'est tout. Et à cette récupération par le département, il y a un certain nombre d'exceptions. Parmi les exceptions, eh bien, le conjoint et les enfants, lorsqu'il y en a, ne sont pas soumis à la récupération des aides sociales. Mais ça, je vous dis ça de façon générale, parce que ce que je vous cite là, ce sont les dispositions du Code de l'action sociale et des familles. En revanche, il existe également une autre disposition, qui alors c'est compliqué parce que c'est départemental. Donc vous avez un règlement départemental d'aide sociale qui fixe département par département les aides récupérables ou non récupérables, les conditions dans lesquelles elles se récupèrent, les seuils à partir desquels elles se récupèrent, etc. Donc voilà, c'est compliqué. La succession d'une personne handicapée, elle revient à ses héritiers légaux, voilà, classique, comme toute succession, mais avant de pouvoir toucher la succession, eh bien, comme dans toute succession également, il faut commencer par payer les dettes. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, il me semble. Enfin, c'est
pas la personne qui a posé la question si elle est satisfaite, mais une autre question. Peut-on désigner plusieurs mandataires? Alors, J'imagine que c'est oui, c'est des parents qui anticipent la protection de l'enfant handicapé, la protection juridique. alors, pour la protection juridique, oui, on peut, on peut désigner plusieurs mandataires. Après, tout dépend de la façon dont on organise les choses. Euh, Ce qu'il faut, soyons clairs, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne correctement et il ne faut pas désigner un collège de mandataires qui ait besoin systématiquement d'avoir l'accord des uns des autres pour pouvoir faire ceci ou pour faire cela. Il faut rester souple, il faut rester pragmatique et il ne faut pas créer des difficultés si on peut les éviter. Ce qu'on peut faire, alors par exemple, c'est désigner une personne chargée de la protection des biens et puis une autre chargée de la protection de la famille. Quand je dis protection, c'est gestion. Gestion des biens et puis l'autre de la protection de la personne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien avoir un tuteur professionnel, par exemple, qui s'occupe de la gestion des biens et puis vous avez un membre de la famille qui va être chargé d'accompagner, de sortir, de suivre les soins, etc., de la personne handicapée. Donc, oui, on peut désigner plusieurs personnes, mais il faut quand même bien avoir à l'idée qu'il faut que ça fonctionne. Et il faut que ça fonctionne de façon efficace et sereine. Il ne faut pas créer des difficultés, notamment il ne faut pas vouloir soumettre la gestion du patrimoine ou les décisions à, à un nombre trop important de personnes. Voilà, il faut faire attention. Mais légalement, c'est possible. On peut désigner plusieurs personnes. Merci. Une autre question. Alors, si l'assurance vie est faite au nom de la personne handicapée et que c'est cette personne qui a épargné pendant le temps qu'elle a travaillé à l'ESAT, est-ce que l'épargne peut être récupérée par les aides qui lui sont accordées? Donc, j'imagine par la récupération par les aides sociales par le département. Alors, lorsqu'une personne handicapée travaille, ben, elle a des ressources et si elle peut faire des économies, c'est très bien. Donc, elle peut très bien avoir son propre contrat d'assurance vie. Et sur ce contrat d'assurance vie, elle peut aussi verser l'argent qui lui vient par une donation de ses parents, par la succession de ses parents, etc. Et le contrat d'assurance vie souscrit par une personne handicapée, eh bien, il va revenir au bénéficiaire qui a été désigné lors de la souscription du contrat. Alors c'est là où c'est un petit peu délicat. Lorsque c'est une personne handicapée qui n'est pas sous un régime de protection, eh bien il peut librement désigner le bénéficiaire de son contrat d'assurance vie. Lorsque c'est une personne handicapée qui est sous un régime de protection, type tutelle, curatelle, etc., il faut faire attention à ce que la désignation du bénéficiaire ne dissimule pas des manœuvres destinées à détourner plus ou moins l'héritage de certains héritiers au profit des autres, sous la pression d'eux, etc., etc. Il faut faire attention à ça. Mais par principe, un contrat d'assurance vie souscrit par une personne handicapée, ça revient au bénéficiaire qui a été désigné et ça lui revient hors succession. La question qui se pose, qui est plus délicate, c'est la question de la récupération des aides sociales. En l'état actuel des textes, l'aide sociale du département, les frais d'hébergement, se récupèrent sur la succession. Or, une assurance vie, par définition, c'est hors succession. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a un peu trop de gens qui le savent et un peu trop de gens qui en abusent. Donc, il faut savoir qu'il y a une évolution qui va continuer à se faire sur ces questions-là. Par exemple, en ce qui concerne les frais d'hébergement des personnes âgées, on sait que les assurances vie souscrites après 70 ans, désormais, sont quand même soumises à récupération de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. Pour l'instant, pour les personnes handicapées, ce n'est pas encore le cas. Bon, quand on sait l'état des finances des départements, je ne suis pas sûr que ça dure indéfiniment comme ça. Mais pour l'instant, l'assurance vie, c'est hors succession, et donc ça ne donne pas lieu à récupération d'aide sociale.
à condition qu'on n'en abuse pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que tout soit mis sur un contrat d'assurance vie et quelques mois avant le décès. Hein. Attention l'abus est toujours nuisible. À user avec modération, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas combien de temps on a prévu cet échange. Du coup, on avait prévu de s'arrêter à 18h30. Donc, il nous reste encore 20 minutes. Encore un petit peu de temps. Voilà. Donc, une autre question. En cas de décès de l'enfant en situation de handicap, son demi-frère, sa demi-sœur, sont-ils des héritiers? Et si oui, est-ce que c'est à part égale avec un autre frère ou une autre sœur de la même union? Oui, alors, on a supprimé dans le Code civil les demi-frères et les quarts de sœurs. Désormais, depuis la loi de 2007, on n'a plus que des frères et sœurs. C'est-à-dire que tous les frères et sœurs, que ce soit des frères et sœurs germains, c'est-à-dire les frères et sœurs qui ont le même père et la même mère, des frères et sœurs utérins, ceux qui ont la même mère mais pas le même père, ou des frères et sœurs consanguins, ceux qui ont le même père et pas la même mère, tous les frères et sœurs héritent de la même façon et à part égale. Hein. Donc il n'y a pas de distinction entre les frères et sœurs. On n'a plus de quart de frères et de demi-sœurs. Hein. Ils héritent tous de la même façon, à part égale. Merci. Le contrat d'épargne handicap est-il, comme l'assurance vie, en danger avec la loi Sapin 2? Non. Pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas à craindre. Pour l'instant, il n'y a pas à craindre. On a la chance d'être dans un pays où les personnes handicapées bénéficient encore, il faut le dire, d'un certain nombre, je ne veux pas dire de privilèges, mais d'un certain nombre d'avantages. Si vous voulez. Donc, le contrat d'épargne handicap, pour l'instant, il n'est pas question de le modifier, il n'est pas question de lui faire perdre ses avantages. C'est un contrat qui reste intéressant. On ne prend pas en compte les intérêts pour la détermination des participations aux frais d'hébergement. Il est hors succession, etc. Donc, moi, ça fait partie quand même, dans beaucoup de cas, pas de façon systématique, mais dans beaucoup de cas, c'est quand même un placement que je conseille. Merci. Alors, quand il y a un tuteur et des parents divorcés, qui a la priorité pour les décisions à prendre? Alors, j'ai pas bien compris la question. Le tuteur, ce ne sont pas les parents. Moi, je comprends également que les parents ne sont pas tuteurs, qu'il y a parents divorcés Alors, et tuteurs. Lorsque les parents ne sont pas tuteurs, eh ben, les parents n'ont pas leur mot à dire. C'est le tuteur qui prend les décisions. Et donc, alors bien entendu, là encore, il est souhaitable d'organiser de bonnes relations entre les parents et le tuteur. Les tuteurs, que ce soit des tuteurs familiaux ou des tuteurs professionnels, sont toujours à l'écoute des parents. Ce qui est important, c'est de savoir quel est l'intérêt de la personne handicapée. Et malheureusement, je l'ai vu trop souvent, lorsque les parents sont en conflit, ils prennent malheureusement des positions, voire des décisions qui ne sont pas dans l'intérêt de l'enfant. Ce sont des dispositions qui sont faites pour embêter leur ex-conjoint. Ce sont des dispositions qui sont faites pour régler des comptes, parce qu'on a beau être divorcé depuis 20 ans, on n'a jamais réussi à en finir, etc. Tout ça, malheureusement, ce sont les enfants handicapés qui ont fait les frais, et c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et si on a nommé comme tuteur quelqu'un d'autre que les parents, je veux dire, c'est qu'on a estimé que c'était dans l'intérêt de l'enfant handicapé. C'est toujours l'intérêt de l'enfant handicapé qui doit primer lorsqu'il s'agit de désigner son tuteur. Moi, je l'ai vu plusieurs fois pour alors c'était souvent des mères divorcées qui ne voulaient pas qu'à leur décès, ce soit le père qui s'occupe de l'enfant. Et alors évidemment, je suis un homme, alors c'est pas facile de leur dire, mais vous savez, c'est pas parce qu'il a été un mauvais mari qu'il sera nécessairement un mauvais père.
Voilà, bon, c'est des situations difficiles. Lorsque les parents ne sont pas tuteurs, eh ben, c'est le tuteur qui prend les décisions. Et si les parents ne sont pas d'accord, ils en réfèrent éventuellement au juge des tutelles pour lui expliquer pourquoi ils ne sont pas d'accord avec le tuteur dans l'intérêt de l'enfant. Mais une fois de plus, ce qui prime, c'est l'intérêt de l'enfant handicapé. Ensuite, donc, si un parent qui est tuteur décède sans avoir anticipé la future mesure de protection, qui prévient le juge des tutelles pour obtenir une nouvelle mesure en urgence? Alors, lorsque les parents décèdent et qu'ils n'ont pas anticipé la nomination du prochain tuteur, eh bien, n'importe qui peut saisir le juge des tutelles, tout intéressé. Vous dit le Code civil, tout intéressé peut saisir, alors officiellement le procureur de la République qui lui saisira le juge des tutelles. Donc très fréquemment, ce sont les frères et sœurs de la personne handicapée, c'est le notaire, c'est le banquier, c'est les établissements d'hébergement qui alertent les services sociaux, etc. Et une fois de plus, tout intéressé peut demander au procureur de la République de saisir le juge des tutelles pour nommer un tuteur. En plus, il y a une priorité pour les membres de la famille, puisque les membres de la famille, les frères et sœurs, peuvent saisir directement le juge des tutelles en expliquant que les parents étaient tuteurs, qu'ils n'ont pas prévu de transfert de la tutelle et qu'il y a lieu de désigner un nouveau tuteur. Alors, dans un certain nombre de cas, on va même réunir un conseil de la famille paternelle, de la famille maternelle, etc. Ça se fait de moins en moins, de façon à ce que le juge des tutelles puisse désigner la personne qui sera le plus apte à exercer les fonctions de tutelle. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la nécessité d'anticiper et pour les parents sur la nécessité de choisir par anticipation, de désigner par anticipation celui ou celle qu'ils souhaitent être tuteur de leur enfant handicapé. Et ça fait partie des mesures d'anticipation. Question suivante. Alors, s'il n'y a pas de fratrie, que la personne handicapée est en établissement, il ne semble pas intéressant, d'après votre exposé, hein, si je comprends bien, il ne semble pas intéressant de laisser trop de biens immobiliers, mais plutôt une assurance vie, pour assurer un gain en plus de l'AH. Alors, la personne qui a posé la question dit « mais rien d'autre, point d'interrogation ». Alors, dans le cas où la personne handicapée survit aux parents, donc, la personne qui pose la question écrit « Je comprends que vous êtes favorable au contrat d'épargne handicap en premier lieu, point d'interrogation ». Je ne sais pas si c'est bien clair. Alors, oui, lorsqu'il n'y a pas de fratrie, l'enfant handicapé est donc le seul héritier. Il est le seul héritier et il va hériter de la totalité du patrimoine des parents. Si les parents étaient propriétaires d'une maison, eh bien, l'enfant handicapé, il va hériter de la maison. Si les parents étaient propriétaires d'une voiture, il va hériter de la voiture. Si les parents étaient propriétaires d'un compte bancaire, il va hériter du compte bancaire. Alors après, la question, c'est de savoir du point de vue de l'organisation du patrimoine de l'enfant handicapé, une fois qu'il est hérité de ses parents, qu'est-ce qu'on va faire de ces biens? Qu'est-ce qu'on va faire de ces biens? La succession, elle comprend un certain nombre de biens. L'enfant handicapé en hérite, quel qu'il soit. Il hérite d'une voiture. Bon, est-ce qu'il peut conduire? S'il ne peut pas conduire, la voiture, elle est vendue. Voilà. Il hérite d'une maison. Est-ce qu'il peut habiter la maison? S'il ne peut pas habiter la maison, elle est vendue. Je vous ai dit que la louer, ce n'était pas très intéressant parce que ça diminue les aides dont il bénéficie et le loyer, il sert à payer son prix de journée. Donc, dans ce cas-là, la maison, elle est vendue et puis on a un prix de vente qu'on va placer. Et ce que je veux dire, moi, c'est qu'il est souvent plus utile pour une personne handicapée, après le décès de ses parents, d'être en possession d'une épargne et que cette épargne, il puisse s'en servir pour financer ce qui n'est pas pris en charge par les établissements dans lesquels il réside. Donc,
il est logé, il est nourri, il est chauffé, mais il a éventuellement un certain nombre d'autres dépenses, et c'est pour assurer ces dépenses que j'insiste sur la nécessité de laisser une épargne à l'enfant handicapé, et que cette épargne, il faut qu'il s'en serve. Alors là aussi, je me dispute souvent un petit peu avec les familles, avec les frères et sœurs, par exemple, qui veulent absolument que ce capital, il soit préservé parce que il sera pour eux plus tard. Et c'est là où je suis pas trop d'accord. L'épargne que les parents ont faite, notamment lorsqu'ils ont pour seul enfant un enfant handicapé, il faut qu'ils s'en servent. Et s'il a besoin de s'acheter une télé, il s'achète une télé. S'il a besoin de partir en vacances, il part en vacances. S'il a besoin de se payer un pédicure, il se paye un pédicure. Et s'il veut se payer un taxi pour aller à la messe le dimanche, il utilise l'épargne qui a été faite pour ça. Je cite cet exemple-là parce que il était dans le cas qui m'a été soumis. Lorsqu'on parle de protection juridique, il s'agit de la protection des intérêts de la personne. Il ne s'agit pas de faire de la conservation par tous les moyens. Il ne s'agit pas de chercher à avantager avant tout les frères et sœurs, ni à flouer les récupérations d'aide sociale. Moi, ce que je veux, c'est que la personne handicapée, elle vive aussi bien que possible grâce à l'épargne que ses parents ont pu lui laisser. C'est certain que si ses parents, ils avaient une maison dans laquelle ils ont habité et qu'ils ont un enfant handicapé qui malheureusement, compte tenu de son handicap, n'est pas en mesure d'habiter seul, même avec des accompagnements SAVS et autres, dans la maison de ses parents, on ne va pas conserver la maison en question. On va la vendre, le prix sera placé et il pourra se servir de l'argent. Voilà, c'est ça le but de mon intervention, c'est que l'argent dont héritent les personnes handicapées, il est pour eux. Toujours une question avec dans le cadre des successions. Donc, dans le cadre du legs résiduel au décès de la personne handicapée qui serait en établissement soumis à l'aide sociale, est-ce que la règle de récupération par le conseil départemental est la même? Alors, lorsque les parents ont laissé un bien à leur enfant handicapé, en prévoyant dans une donation résiduelle avec clause des résiduaux ou dans un legs résiduel ou graduel que ce bien en question, au décès de l'enfant handicapé, revenait à une autre personne, par exemple à un frère ou à une sœur, ce bien en question ne fait pas partie de la succession de la personne handicapée. Et dans la mesure où il ne fait pas partie de la succession de la personne handicapée, il n'est pas soumis à récupération des aides sociales du département. Ça, c'est en l'état actuel des textes. Là encore, je ne suis pas sûr que ça dure, comme on dit, aussi longtemps que les impôts. C'est-à-dire que c'est une disposition qui est avantageuse, mais qui est avantageuse non pas pour l'enfant handicapé, mais qui est avantageuse pour les héritiers désignés en second. Voilà. Or, les héritiers désignés en second, c'est pas eux qui sont forcément ceux qu'on souhaite protéger. Voilà. Ceux qu'on souhaite protéger, c'est l'enfant handicapé. Donc, lorsque je vous parle des dispositions résiduelles et graduelles, elles ont effectivement un double effet, c'est que le bien qu'on laisse à l'enfant handicapé, dans la mesure où ce bien existe encore au décès de l'enfant handicapé, eh bien, ce bien reviendra aux bénéficiaires qu'on a désignés dans la disposition résiduelle ou graduelle et ne sera pas soumise à récupération d'aide sociale. Mais il faut que le bien existe encore. Hein. Lorsqu'on laisse, par exemple, on laisse à l'enfant handicapé une maison de campagne. Et puis on dit, cette maison de campagne, au décès de l'enfant handicapé, je veux qu'elle revienne à son frère, à sa sœur ou à ses neveux. Il faut que la maison de campagne existe encore au décès de la personne handicapée. Si entre-temps la maison de campagne a été vendue parce que il fallait refaire la toiture et la chaudière et que l'enfant handicapé n'a pas les moyens de payer la toiture et la chaudière, et puis que de toute façon cette maison de campagne n'y va plus parce que malheureusement son niveau de handicap, d'autonomie fait qu'il ne peut plus y aller même avec des accompagnements ou que quand il y va, ça se passe pas bien, la maison dans ces cas-là on la vend. Et à partir du moment où la maison est vendue, la disposition résiduelle, elle tombe.
C'est très technique, ces dispositions-là. Alors, les grands-parents peuvent-ils ouvrir une assurance vie en faveur de la personne handicapée? Oui, bien sûr. Aucun problème. Les grands-parents peuvent tout à fait souscrire un contrat d'assurance vie au profit de leur petit-fils ou de leur petite-fille qui est handicapé. Une fois de plus, le contrat d'assurance vie souscrit par les grands-parents, c'est un contrat d'assurance vie qui est hors succession. Donc, il ne dépend pas de la succession des grands-parents. Les grands-parents sont libres de désigner le bénéficiaire qu'ils veulent, et s'ils veulent pouvoir en faire bénéficier un petit-fils ou une petite-fille handicapée, c'est quelque chose qui est parfaitement possible. Là encore, attention aux excès. Attention aux excès, attention à préserver l'harmonie familiale, attention à préserver l'équilibre familial. Que les grands-parents veuillent avantager un petit enfant handicapé, c'est tout à fait compréhensible. Il ne faudrait pas non plus que les parents, par cette disposition, ne viennent en quelque sorte, entre guillemets, à déshériter leurs enfants au profit du petit-fils ou de la petite-fille handicapée. Mais rien, au contraire, c'est quelque chose de parfaitement souhaitable, de parfaitement possible, que les grands-parents veuillent souscrire un contrat d'assurance vie au profit d'un petit-fils ou d'une petite-fille handicapée. Oui, oui, c'est possible. Plusieurs personnes demandent si vous pouvez mettre à disposition votre diaporama, mais en fait, la soirée là est enregistrée, donc ça sera mis en ligne sur le site de la plateforme d'expertise des maladies rares Bourgogne-Franche-Comté, et aussi, je précise, sur le site de l'équipe Relais Handicap Rare Nord-Est. Donc vous aurez accès à tout ce qui a été diffusé ce soir par ce biais-là. Voilà, je précise pour les personnes qui ont posé des questions. Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour une ou deux questions ou pas? Je ne sais pas si on a le temps. Alors, j'ai vu une question qui passait là, mais je l'ai vue un peu rapidement, disant, mais alors dans ce cas-là, il vaut mieux léguer sa maison aux autres enfants. Euh, une fois de plus, c'est quelque chose qui doit être anticipé. C'est quelque chose qui doit être anticipé. Les enfants sont tous des enfants, ils ont tous leur part de succession. Effectivement, si on a un bien et qu'on souhaite l'attribuer de préférence à certains enfants, on peut parfaitement anticiper cette disposition par une donation partage, par un testament partage, des choses comme ça, mais en respectant la part de chacun. C'est-à-dire que c'est quelque chose effectivement que j'ai pratiqué à plusieurs reprises. On attribue la maison à un ou des enfants non handicapés, à charge pour eux de verser une somme d'argent à l'enfant handicapé correspondant à sa part successorale, et cette somme d'argent revenant à l'enfant handicapé, il la place, alors épargne handicap ou autre, hein, je vous ai parlé de l'épargne handicap parce que tout le monde ne connaît pas cette disposition, et malheureusement un certain nombre de banquiers eux-mêmes ne connaissent pas cette disposition, et cette épargne handicap permet à l'enfant handicapé d'avoir une épargne qui lui sert pour se payer ce qui n'est pas pris en charge autrement par les établissements. On peut peut-être finir par une dernière question, et puis on va s'arrêter là. Alors, une parmi les autres, hein, je suis désolée pour ceux qui n'auront pas de réponse, mais J'ai mon temps, hein, si vous voulez. comment? Moi, j'ai du temps, si vous voulez. Hein. Alors, si je prends... Alors, si le ou les parents sont toujours vivants, ils doivent alors assumer le remboursement de l'aide sociale au décès de leur enfant. Doivent-ils assurer ce remboursement Non, au non, décès non, de non, non, l'enfant? non, 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 non. Alors, lorsque l'enfant handicapé, si j'ai bien compris la question, lorsque l'enfant handicapé vient à décéder avant ses parents, lorsque l'enfant handicapé vient à décéder avant ses parents, le conseil départemental va récupérer les sommes qu'il a versées pour l'hébergement de l'enfant handicapé sur la succession de l'enfant handicapé. Si l'enfant handicapé n'a rien, eh ben, le département ne récupère rien. Et il n'ira jamais chercher ni les parents,
ni les frères et sœurs. D'accord? Donc, la récupération faite par le département, elle s'opère sur le patrimoine de la personne handicapée au décès de la personne handicapée. Si les parents ont constitué un contrat d'épargne handicap au profit de leur enfant handicapé, dans ce contrat d'épargne handicap, c'est de l'assurance vie. On a désigné comme bénéficiaires les héritiers. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de récupération de l'aide sociale sur le contrat d'épargne handicap. Il n'y a de récupération que sur ce qui reste comme bien au décès de la personne handicapée. Donc si elle avait un compte bancaire, si elle avait un livret A, si elle avait un certain nombre de choses comme ça, ben ça effectivement, le département va les récupérer en sachant qu'il y a des exceptions à la récupération et notamment sur la part des parents. Les parents ne sont pas soumis à récupération du département. Quand une personne handicapée décède, qu'elle n'a pas d'enfant, je vous en ai parlé tout à l'heure, ses héritiers, c'est le père un quart, la mère un quart, les frères et sœurs le reste. Si elle a ses deux parents, le département va récupérer la moitié de la succession. Si elle n'a qu'un seul de ses parents, le département va récupérer les trois quarts de la succession. Et si elle n'a plus ses parents, effectivement, le département va récupérer la succession et les frères et sœurs n'hériteront de rien. Mais le département ne récupère pas plus que la succession, c'est-à-dire que les parents et les frères et sœurs ne seront jamais mis à contribution. Je ne sais pas si c'est clair. C'est compliqué ces histoires-là. Est-ce que vous voulez qu'on fasse, je pense qu'il nous reste une dernière question. On peut peut-être la traiter quand même rapidement, ce serait dommage pour la personne qui l'a posée. Alors on est un petit peu en dehors. Lorsqu'un des parents est en défaut, abandon familial, non-paiement de la pension alimentaire, non marié, ni pacsé au décès de son enfant handicapé, aura-t-il une part de l'héritage de l'enfant? Donc là on est toujours, enfin encore en situation inverse, on parle du décès de l'enfant. Alors, ouais, c'est une question très particulière. C'est un cas extrêmement particulier. Il s'agit, si j'ai bien compris, d'un enfant handicapé qui a été abandonné en quelque sorte Oui, c'est comme ça, je comprends aussi. par l'un de ses parents. Et l'enfant handicapé en question vient hériter. Oui, malheureusement, c'est vrai que les mauvais parents, c'est comme les mauvais enfants, ils héritent aussi. On a la même question en sens inverse. Vous savez, quand vous avez des enfants qui ont claqué la porte des parents, qui les ont laissés tomber, etc., pendant des années, et puis qu'ils ne viennent réapparaître que lorsqu'il s'agit de toucher l'héritage. Voilà. Bon. Malheureusement, ce qui compte, c'est le lien de parenté. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vient décéder, on va rechercher quels sont ses plus proches parents, son père, sa mère, ses frères et sœurs. Alors c'est vrai qu'on voit de temps en temps apparaître des héritiers qu'on n'aurait pas eu envie de voir. Oui. J'ai pas tellement d'autres réponses, malheureusement. J'ai pas tellement d'autres réponses. Ouais. Bien. Je regarde si éventuellement il y a de nouvelles questions qui sont arrivées, mais non, il y a beaucoup de remerciements. Tout le monde a beaucoup apprécié la soirée. Pour répondre à une des questions qui apparaît, non, il n'y a pas de notaire spécialisé dans le cas du handicap. Ça se fait un peu par relation, ces choses-là. Alors, j'ai une autre question, Christine Mayer. Le département ne récupère que les sommes versées pour l'hébergement ou au... J'ai pas pu voir. Ou aussi pour les aides à domicile. Alors, sont soumis à récupération. Oui, effectivement, le plus gros, c'est les aides sociales à l'hébergement. Le plus gros, c'est les aides sociales à l'hébergement, qu'il s'agisse de l'hébergement des personnes handicapées ou des personnes âgées, d'ailleurs. C'est exactement la même chose. Mais un certain nombre d'autres aides sont également récupérables, et notamment un certain nombre d'aides à domicile. Un certain nombre d'aides à domicile sont aussi récupérables. Pour ça, il faut consulter le règlement départemental d'aide sociale, puisque c'est département par département qu'on fixe
les règles de récupération, le portage des repas à domicile des personnes âgées, etc. Par exemple, tout ça, c'est soumis à récupération. Vous avez un certain nombre d'autres aides sociales, autrefois ce qu'on appelait le RMI. Le RMI, le revenu minimum d'insertion, à l'époque où il existait, c'était soumis à récupération sur la succession, parce que vous avez des personnes qui n'avaient aucune ressource, mais qui avaient un petit peu de patrimoine parce qu'ils avaient l'hérité de leurs parents. Eh bien, le RMI était récupérable, alors que le RSA ne l'est pas. Vous voyez, tout ça, c'est extrêmement variable avec le temps. C'est la complexité de toutes ces questions de gestion patrimoniale. C'est très individuel. Ça dépend vraiment de la situation de chaque personne, notamment en matière de handicap. Et à l'intérieur même d'un même type de handicap, ce n'est pas les maladies rares qui vont me contredire, à l'intérieur d'un même type de handicap, il y a des personnes qui ont plus d'autonomie que d'autres. C'est extrêmement varié. On essaie, nous autres notaires, de faire du sur-mesure autant que possible. C'est pas toujours évident. Et il faut regarder les besoins de la personne handicapée, réfléchir par anticipation et essayer autant que possible de trouver les meilleures solutions dans l'intérêt de la personne handicapée. Eh ben, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Maître Miseret. Merci, Christelle, pour cette soirée. Et merci à vous tous pour votre participation. On a vraiment fait un grand tour d'horizon et c'était très riche en enseignements. Donc, voilà, je vous remercie tous et puis je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.